Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une crème liftée un petit peu spéciale au niveau de la densité de l'actualité en ce moment, cette semaine avec Barcelone et Belgrade. En entrée, on va parler de la décision de Wimbledon de bannir les joueurs russes et biélorusses pour cette édition 2022. En plat, nous reviendrons sur le match un petit peu épique entre Novak Djokovic et Laslo Djere. Nous analyserons bien évidemment les progrès de Novak Djokovic depuis sa déconvenue à Monte-Carlo contre Davidovich Fokina, ce qui lui reste à faire également pour être prêt pour Roland-Garros. Et en dessert, on se projettera sur son match contre Kekmanovic. Donc installe-toi bien confortablement et très bon appétit. Jingle! Avant d'attaquer le repas, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, nous allons revenir sur la décision de Wimbledon de ne pas faire participer les joueurs russes et biélorusses pour cette année 2022. Ensuite, nous allons parler un petit peu de Novak Djokovic qui joue cette semaine à Belgrade pour retrouver de la confiance. Ça a été très poussif contre Djere et derrière, il va enchaîner contre Kekmanovic. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux connaître notre pronostic et surtout notre analyse sur le cas du Serbe. On commence tout de suite avec la décision de Wimbledon qui a été tranchée ce mercredi 20 avril où les joueurs de nationalité russe tels que Medvedev et Rublev ainsi que biélorusses comme Azarenka et Sabalenka ne pourront pas disputer l'édition 2022 du Grand Chelem londonien. Et c'est vrai que je ne suis pas favorable à cette décision. Pourquoi? Dans un premier temps parce que les sportifs russes et biélorusses ne sont pas responsables des choix de leur gouvernement ainsi que du contexte géopolitique actuel. Ensuite, parce que je me demande quels vont être les bénéfices de cette action. Est-ce que cela va permettre de ralentir, voire de stopper cette guerre? Je ne pense pas. Est-ce que les gouvernements russes vont revoir leurs décisions parce que leurs sportifs ne peuvent pas participer à Wimbledon? Encore moins. Donc derrière, finalement, c'est plutôt un coût, une perte pour le sport parce que nous suivons des joueurs pour leur performance et en aucun cas pour leur nationalité. Alors, est-ce qu'on aura un boycott de Wimbledon comme en 1973 où 81 joueurs avaient décidé de ne pas participer à cette édition, dont Stan Smith et John Newcombe? Et la raison, c'était qu'à la demande de la fédération yougoslave, la fédération internationale de tennis avait décidé de suspendre Nikola Pilic pendant un mois pour sa non-participation à la Coupe Davis. Donc c'est vrai que je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire. Est-ce que tu es pour ou contre cette mesure qui a été prise par Wimbledon pour son édition 2022? On passe tout de suite au plat où Novak Djokovic a frôlé la correctionnelle chez lui à Belgrade contre Djere où il s'impose 2-6, 7-6, 7-6. Et finalement ce match s'est joué à deux coups droits où Djere a eu toutes les cartes en main pour s'imposer. Il mène 6-2, 4-3, 40-15 sur son service et il va rater un coup droit penalty qu'il va mettre dans le filet, reblotte dans le tie-break du troisième set où il va faire le mini-break. Il va mener 4-3 et là encore, il aura un coup droit penalty qui va de nouveau rater et il ne va plus inscrire le moindre point dans ce match. En tout cas, un match de plus de 3 heures va faire du bien à la confiance pour Novak Djokovic. C'est exactement l'effort dont il a besoin pour retrouver son meilleur niveau d'ici Roland-Garros. Donc moi, ce qui va m'intéresser, ça va être d'analyser un petit peu la performance de Novak Djokovic pour voir ce qui a mieux fonctionné par rapport à Monaco et surtout se projeter sur la suite pour savoir ce qu'il lui reste à faire, quelles sensations il doit retrouver pour atteindre son meilleur niveau. Donc avant tout, j'aimerais quand même parler de son adversaire, Djere, qui fait un très bon match, qui avait déjà d'excellents repères sur terre battue en cette saison 2022, avec notamment 10 matchs disputés, 6 victoires, 4 défaites, et surtout les deux seuls titres qu'il a eu en carrière, il les a obtenus sur terre battue à Rio en 2019 et à Sardaigne en 2020. A l'inverse de Novak Djokovic qui avait disputé seulement 4 matchs en cette saison 2022 avec 2 défaites, une contre Jiri Vesely à Dubaï et une autre à Monaco contre Davidovich Fokina qui était d'ailleurs son seul match sur terre battue. Donc du coup, qu'en est-il pour Novak Djokovic? Et ce qu'on peut constater, ce qu'on a répété dans nos lives, c'est que depuis 2016, on assiste à une dynamique assez similaire chez Novak Djokovic et cette année 2022, même s'il n'a que 4 matchs dans les jambes, ne fait pas exception à la règle. Parce que oui, depuis 2016, il n'a jamais dépassé l'écart à Monaco et pourtant, il fait au moins un demi à chaque fois à Rome et derrière, il est extrêmement compétitif pour Roland-Garros. Donc on assiste finalement à une évolution de son jeu où il va être en manque de repères au début de la saison sur terre battue, ce qui est tout à fait normal parce que dans une saison classique chez Novak Djokovic, sa saison se termine à l'Open d'Australie où généralement il triomphe là-bas avant de prendre du repos, des vacances et finalement de commencer sa saison à Indian Wells, Miami, de monter progressivement en puissance. Ce
Ce qui fait qu'il est souvent court maintenant à Monaco dans cette deuxième partie de sa carrière pour finalement trouver sa confiance, son pic de forme vers Rome avant de commencer Roland-Garros. Alors quels sont les points à surveiller concernant Novak Djokovic? Déjà, c'est son service. Et là encore, la dynamique est tout à fait similaire si je pense en année 2021 sur les tournois de Monte-Carlo et Belgrade. Donc jusqu'à Rome, il avait 62% de première balle, 65% de réussite derrière et 53% de réussite derrière sa seconde balle. Donc pas forcément de très bonnes statistiques pour ses engagements. Par contre, si on prend ses stats à Roland-Garros 2021, c'est 68% de première balle, 76% de réussite derrière et 55% sur sa seconde balle. Ce qui fait qu'il a un gain de 10% sur les points remportés derrière sa première balle. Et finalement, ces deux premiers matchs sont en phase avec ce constat. Contre Davidovich Fokina, c'est 61% de première balle et contre Djere, seulement 56%. Et on constate toujours ces lacunes sur sa seconde balle où contre l'Espagnol, c'était seulement 41% des points gagnés et contre le Serbe, 48% des points gagnés. On notera également que sur ces deux derniers matchs, il s'est fait breaker 13 fois et ses adversaires ont eu 32 occasions de prendre son engagement. Donc on a un Novak Djokovic qui souffre sur ses jeux de service. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à dominer la filière courte, notamment avec son service plus 1, parce qu'il n'est pas suffisamment offensif et que souvent il est obligé de s'entraîner dans des longs rallyes où forcément un joueur en manque de rythme va tendance à aller plus rapidement à la faute et plutôt céder dans ces longs échanges. Et c'est justement le second point qu'on va aborder, le coup droit de Novak Djokovic. On sait que sur terre battue, il a tendance à être un petit peu passif dans ce compartiment du jeu-là, à ne pas faire suffisamment la différence, à manquer un petit peu de puissance sur une surface lente. C'est vrai que c'est très compliqué pour lui. Et à chaque fois, finalement, en début de saison sur terre, c'est pareil. Il n'arrive pas à faire la différence avec ce coup-là. Ses frappes sont beaucoup trop neutres. Et c'est ses adversaires, justement, qui vont en profiter pour le déplacer, pour l'emmener dans des filières longues. Et vers Roland-Garros, il trouve un petit peu plus de feu dans son coup droit. Je me rappelle notamment de ce match contre Rafael Nadal dans la demi-finale de 2021, où c'est justement son coup droit qui va faire la différence, où il va trouver ce coup court croisé sur le revers de l'Ibérique pour lui faire très mal. Donc comme tu l'auras compris, Novak Djokovic n'arrive pas à faire la différence sur la filière courte avec son service plus 1, notamment à cause de son coup droit qui n'est pas assez offensif, qui n'arrive pas assez à pénétrer le court. Et d'un constat plus général, c'est dû également qu'il est beaucoup trop sur la défensive en début de saison sur terre battue et pas suffisamment agressif. On l'a vu, contre Laslo Djere, il était très loin derrière sa ligne, il faisait le dos rond, il remettait une balle en plus, mais à chaque fois, c'est pas lui qui créait une attaque, qui essayait de faire le point, il attendait plutôt la faute de son adversaire. Ça a d'ailleurs très bien fonctionné, on l'a vu avec ses coups droits ratés de Djere, où il a beaucoup trop été inconstant sur la fin de rencontre dans ce compartiment du jeu-là. Mais Novak Djokovic, pour briller sur terre battue, il doit beaucoup plus tenir sa ligne, se rapprocher, prendre la balle tôt et dicter l'échange, changer de direction et se montrer offensif. Et cela n'aidant pas à Belgrade, sur ce mercredi, il a plu, ce qui fait que les conditions étaient très très lentes, donc l'un dans l'autre. Finalement, Novak Djokovic n'avait pas du tout les conditions idéales par rapport à son jeu sur terre battue en début de période où on a vu il manque d'agressivité, il est un petit peu trop passif sur une phase beaucoup défensive, ce qui fait que finalement il a dû jouer énormément de longs rallyes, il n'arrivait pas forcément à faire la différence en 2-3 coups de raquette et en plus si la surface était lente, ça n'a pas du tout aidé le joueur serbe. Après quand même il faut souligner de belles évolutions entre Monaco et Belgrade, notamment par rapport à son jeu de jambes où on sentait que ça tenait beaucoup plus la route par rapport à son match contre Davidovich Fokina et également son physique. On l'avait vu exténué dans le troisième set contre l'Espagnol. Là, il a su parfaitement tenir plus de 3 heures de jeu et garder une intensité constante, voire supérieure dans le deuxième et troisième set par rapport au premier set. Et si on fait les comptes, il lui reste au maximum 13 matchs avant le début de Roland-Garros pour être prêt, s'il s'impose bien sûr à Belgrade, s'il fait les 5 matchs à Madrid et les 5 matchs à Rome. Donc finalement lui aussi, les jours sont comptés avant le début de Roland-Garros pour savoir s'il va être prêt comme Rafael Nadal qui a repris l'entraînement en début de semaine. Et enfin en dessert, on va se projeter sur son match contre son compatriote Kekmanovic. Les deux joueurs devaient déjà se jouer à l'Open d'Australie en début d'année avant que le Serbe soit exclu du continent australien. Il y a 1-0 pour Novak Djokovic, sachant que les deux joueurs se sont déjà joués ici il y a un an à Belgrade. Et le Serbe s'est imposé facilement en 2-7. Là, le contexte est totalement différent, sachant que Kekmanovic a déjà des repères sur terre battue, avec 6 victoires pour 4 défaites en 2022. Et surtout, il est très en confiance, on se rappelle de son parcours à Miami, à Indian Wells, où il a fait un très très bon match contre Alcaraz, même si bien sûr la terre battue n'est pas forcément sa surface favorite. Mais mentalement, il se remet un petit peu dedans. Sa collaboration avec Nalbanjan porte enfin ses fruits. Il a trouvé
une stabilité dans son jeu, toujours très solide. Côté revers, il se montre un peu plus agressif avec son coup droit, son service également qui est beaucoup plus tranchant. Et comme Novak Djokovic, il a ce jeu où il prend la balle très tôt. Donc du coup, ça peut être un match intéressant, d'autant plus qu'il faudra surveiller la récupération de Novak Djokovic qui a joué 3h30 et qui rejoue le lendemain où ça risque de tirer, d'être un petit peu compliqué pour quelqu'un qui n'a que 5 matchs dans les jambes en 2022. Sur ces deux premiers matchs, donc contre Gasquet et Millman, Kekmanovic a perdu seulement une fois son engagement. Ça risque d'être un match intéressant. Après, bien évidemment, un match entre compatriotes, c'est toujours compliqué à appréhender, d'autant plus que Novak Djokovic est son idole. Et à chaque fois, il faut tuer l'idole. On l'a vu, Djere a eu du mal à finir ce match alors qu'il aurait pu à quelques coups droits près. Donc ça va être très intéressant à voir. Après, logiquement, je doute que Novak Djokovic est forcément très bien récupéré par rapport à son gros combat contre Djere. Donc je pense que ça va être très dur pour lui à voir s'il va pouvoir tenir la cadence de son adversaire. Sachant qu'il va y avoir de très beaux échanges dans la diagonale revers. Kekmanovic également, qui normalement a un meilleur service que Djere. S'il tient plus facilement ses engagements, s'il arrive à faire la différence, à se montrer agressif, notamment avec son coup droit, pour justement un peu raccourcir les échanges. Si on a toujours un Djokovic qui est en phase défensive, je pense que Kekmanovic a toutes ses chances pour s'imposer dans ce match. À voir comment Novak Djokovic va réagir par rapport à son premier match en 3-7 contre Djere. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette crème liftée. D'ailleurs, si tu as envie de parier sur cette semaine avec Barcelone et Belgrade, je t'invite à utiliser notre code promo GST en majuscule sur BetClick qui donne une offre de bienvenue sur ton premier pari s'il est perdant où tu es remboursé à hauteur de 100 € en free bet. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis sur ce que tu as pu voir à Barcelone, à Belgrade et sur la décision à Wimbledon. Nous on se retrouve très vite, sans doute en fin de semaine, pour revenir un petit peu sur la semaine espagnole et serbe. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.